bonne année à tous, hein. On a une belle année cette année. Alors, c'est aussi les 150e anniversaire de notre association, donc ce sera une année particulièrement intéressante. Euh, Merci Bruno de nous rejoindre de nouveau cette année pour cette nouvelle année et pour une œuvre tout à fait intéressante, hein, qu'on n'a pas vue depuis un bon bout de temps à Paris et qui est quand même un des grands chefs-d'œuvre de l'opéra. La Petite Renarde rusée de De Leos Léos, Janáček. Donc, de notre ami Léos Janacek. Je voilà. précise, vous disiez que c'était les 150 ans de votre association, ce seront aussi les 150 ans du Palais Garnier, donc ça tombe Absolument. très bien, voilà, c'est formidable. J'avais pensé faire la relation entre les Même deux, mais vous l'avez fait avant moi. Voilà, ouais, symbolique merveilleuse. Voilà. Donc nous pouvons commencer? Absolument, oui. Très bien, parfait. Eh ben, merci à vous d'être présent aujourd'hui. D'abord, je vous souhaite une très bonne année, une année musicale, une année lyrique, tout spécialement. Et donc, nous allons commencer cette année avec, oui, comme vous le disiez, Jean-François, une œuvre merveilleuse qui est La Petite Renarde rusée de Leos Janáček, dans une production signée André Engel. C'est une production qui date de 2008 et qui a été une seule fois reprise en 2010. Donc, ça fait 14 ans, ouais, quelqu'un, 15 ans, 15, ouais, que nous c'est ça. n'avons pas proposé cette production de La Petite Renarde rusée de Janáček. C'est un opéra en 3 actes, en langue tchèque, bien sûr, et qui dure 2h05, dont un entracte. Il y aura un entracte, donc c'est une musique assez concentrée, comme souvent chez Leos Janáček, hein. Ce n'est pas une partition très longue. Et c'est à l'Opéra Bastille, et vous y allez donc en janvier, 24 janvier. 24. Ah, c'est bien ça. Voilà, 24 janvier. Alors, Leos Janáček, faut-il vraiment le présenter? C'est un très grand compositeur tchèque qui est né en 1854, qui est mort en 1928 et qui est un très grand compositeur au même titre que Dvorak, qui est l'auteur notamment de Rusalka et de la Neuvième symphonie, la symphonie du Nouveau Monde, mais aussi de Smetana. Peut-être si on pense à les grands compositeurs tchèques, on pense à Smetana, on pense à Dvorak et on pense à Leos Janáček. Très grand compositeur qui a connu le succès sur le tard. Il avait une soixantaine d'années lorsque Janacek a acquis une notoriété, si je puis dire, internationale. Auparavant, il composait essentiellement dans le périmètre morave, c'est-à-dire donc la ville de Brno, Prague, etc., mais pas véritablement de là. Il n'avait pas de véritable notoriété. Il a fallu qu'il attende 60 ans pour être véritablement célèbre. Il a signé une musique de ballet, il a signé 9 opéras. Il a aussi écrit d'autres œuvres instrumentales, notamment des quatuors, des poèmes symphoniques, etc., et des œuvres religieuses. Mais ce qui nous intéresse, dans le domaine de l'opéra, 9 opéras. Pas mal de ces opéras, d'ailleurs, ont été donnés à l'Opéra de Paris du temps de Gérard Mortier. Gérard Mortier adorait Léos Janáček, et donc on a donné sous son air Katia Kabanova, L'affaire Macropoulos, De la Maison des Morts, et donc La Petite Renarde rusée. La Petite Renarde rusée est une production qui a été créé sous l'ère Mortier. Voilà. Pas fait exception à la règle. Donc c'est un compositeur qui a été, si je puis dire, très largement servi donc sur la première scène lyrique française. Donc immense compositeur. Concentrons-nous plus particulièrement sur la petite renarde rusée. Quelques mots sur la genèse. Alors, en fait, ça commence en 1920. Très précisément, entre avril et juin 1920, il y a une série de 193, très précisément, illustrations qui vont paraître dans un journal de Brno, qui était la ville de Janacek. Ce journal s'appelle Lidové noviny. Et donc, 193 illustrations qui racontent l'histoire d'une petite renarde. Et ces illustrations sont agrémentées d'un texte écrit par un certain Rudolf Tesnolidek. Alors, les illustrations sont faites par Stanislav Lolek et donc le commentaire est fait par donc un certain Rudolf Tesnolidek. Et donc, ces illustrations vont paraître sur plusieurs semaines en feuilleton. Et puis, le succès va être tel que le texte de Tesnolidek va devenir un roman. Et c'est ce roman dont va avoir comme naissance Léos Janáček, et il va donc décider d'acheter les droits à Tesnolidek et de transformer le roman en livret d'opéra. Alors pour la petite anecdote, il semblerait que en fait c'est la bonne
de Janacek. Janacek était un célibataire endurci, il avait une bonne, et il semblerait que ce soit la bonne qui en fait soit tombée et découvert le texte de Tesnolidec et qu'elle ait donc dit à Janacek, voilà, lisez ce texte, c'est un texte formidable qui pourrait faire l'objet d'un opéra, et c'est comme ça que donc Janacek a lu le texte et donc a décidé d'en faire un livret d'opéra. Donc c'est lui qui écrit le livret d'opéra. Alors, la Genèse, c'est à peu près 1922-1923, et puis fin 1923, la partition de La Petite Renarde Rusée est terminée, et l'œuvre est créée en novembre 1924, donc à Brno, et puis quelques mois plus tard, à Prague, en avril 1900, en mai 1925. Et le succès est remarquable, très rapide et donc va conquérir finalement d'une certaine façon l'ensemble de la planète, si je puis dire, mais il va falloir attendre une grande production au XXe siècle, notamment une grande production à la Comic Oper de Berlin en 1956 pour que l'œuvre devienne véritablement une œuvre populaire, qu'elle puisse être régulièrement donnée sur les plus grandes scènes internationales. Donc 1900, à partir de 1956, La Petite Renarde Rusée devient une œuvre populaire de Janacek, peut-être une des œuvres les plus populaires, si ce n'est peut-être la plus populaire avec Katia Kabanova et Yenoufa. Voilà rapidement brosser donc l'histoire, la genèse de la petite renarde rusée. Alors, de quoi ça parle? Ben, nous sommes au départ dans une forêt et nous avons un garde-chasse qui fait la sieste. Il fait la sieste et puis tout à coup, il est réveillé par une petite grenouille. Cette petite grenouille elle-même a voulu donc échapper à un moustique. Et donc la grenouille, en voulant échapper au moustique, a sauté sur le nez du garde-chasse et le garde-chasse s'est réveillé. Et en se réveillant, il tombe, si je puis dire, nez à nez avec une petite renarde. Et il décide, ni une ni deux, de l'attraper et de la ramener dans sa ferme. Sauf que la petite Runa ne veut pas rester en quelque sorte dans cette ferme, être tout simplement, voilà, elle veut sa liberté. Et donc, elle va créer la zizanie au sein des animaux de la ferme, dans le poulailler, etc. Et elle va finir par s'enfuir et rejoindre la forêt, où elle a besoin d'un habitat et elle va chasser un blaireau de son terrier et elle va récupérer le terrier du blaireau. Passons maintenant dans le monde des humains. Nous sommes dans une auberge où il y a trois protagonistes. Un maître d'école, le garde-chasse et le curé. Et tous les trois ont donc dans cette auberge bien arrosé la soirée et le lendemain matin, à l'aube, le maître d'école est sur un chemin et là, il titube un peu et il croit apercevoir donc une certaine Terenka dont il est amoureux. Et en fait, ce n'est pas Terenka, mais c'est la petite renarde. Et donc il confond la petite renarde et Terenka dont il est amoureux. Et il finit par verser, par tomber dans un fossé. Là-dessus, le curé arrive. Peu de temps après, le curé arrive. Lui aussi, il a bien arrosé la soirée et il évoque comme ça des souvenirs de jeunesse, et notamment des amours de jeunesse. Et tout à coup, alors il ne voit pas le maître d'école parce qu'il est dans le fossé, et puis il entend des coups de fusil. C'est le garde-chasse qui a raté sa cible, qui a essayé de tirer sur du gibier et qui a raté sa cible. Revenons maintenant dans la forêt. La petite renarde a rencontré un renard. Elle est tombée amoureuse de lui et très rapidement, ils décident de convoler en juste noces, d'autant plus que la petite renarde est enceinte. Revenons dans le monde des humains. Le garde-chasse discute avec un vendeur de volailles qui s'appelle Arasta, qui est un braconnier. Et le braconnier, Arasta, lui annonce qu'il va bientôt se marier avec Terenka, dont on a parlé, dont est amoureux le maître d'école. Revenons au monde des animaux. La petite renarde a eu une portée, est avec donc sa portée le renard. Il tombe sur Arasta, le braconnier, et le braconnier porte sur ses épaules des poulets dans un sac. Et la petite renarde se dit qu'elle en ferait bien son déjeuner. Et donc, elle va essayer de divertir en quelque sorte Arasta, ou créer une diversion, pardon. Pendant ce temps, les petits renardeaux essaieront de chaparder les poulets. Sauf que, accident, le Arasta, par erreur, tire, la balle part et tue la petite renarde.
Revenons maintenant au monde des humains. Nous sommes de nouveau à l'auberge. Le curé n'est plus là. Il est parti dans un village qui s'appelle Strani. Il nous reste le maître d'école et le garde-chasse, tous les deux très nostalgiques. Et le garde-chasse annonce au maître d'école que Arasta va épouser Terenka et qu'en plus de ça, en guise de cadeau de noces, eh ben, il lui a fait tout simplement un manchon avec une peau de renard. Et on comprend très bien que cette peau de renard est la peau de la petite renarde qui a été tuée. Plein de nostalgie, le braconnier, enfin le garde-chasse sort de l'auberge. Dernière scène, le garde-chasse circule en forêt, marche, se promène, et puis il décide de nouveau de faire une petite sieste. Il s'installe au pied d'un arbre. Et là, il rêve. On est entre rêve et réalité. Il rêve qu'il attrape une renarde et que cette renarde, il parviendra à la garder, à la différence de l'autre, et il l'éduquera mieux qu'il n'a réussi à le faire avec l'ancienne renarde. Et tout à coup, une nouvelle fois, il est réveillé et sa main essaie d'attraper la renarde. Et en fait, il attrape quoi? Il attrape tout simplement la grenouille qui était la petite fille de la grenouille que nous avions à la première scène. Et juste en face de lui, il voit une petite renarde qui n'est autre que la fille de la renarde qui est morte, de la renarde Bistruska. La boucle est bouclée et l'opéra se termine sur cette image. Voilà, donc on comprend, c'est une histoire tout à fait charmante, d'un dialogue permanent entre le monde des hommes et le monde des animaux. Alors, quelques mots sur l'adaptation que Janacek a fait du roman de Tesnolidec. D'abord, ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'il a globalement été fidèle à Tesnolidec. Alors, au lieu de reprendre l'intégralité des scènes, il va prendre certaines scènes, il va faire le choix de certaines scènes seulement, un choix dramaturgique fort. Et ces scènes, il va les organiser, les réorganiser. Elles ne sont pas organisées dans l'ordre chronologique que voulait Tesnolidec, mais c'est Janacek, dans un but, je le répète, dramaturgique, qui va réorganiser les scènes différemment. En même temps, il va être extrêmement soucieux de conserver le texte de Tesnolidec et notamment le patois de Brno. Brno, la ville en Moravie. Donc, le texte est très imprégné du folklore et du dialecte morave de la ville de Brno ou des alentours de la ville de Brno. Ça, c'est très important. Donc, globalement, il réorganise ses scènes. Alors, il y a un problème qui peut se poser, parce que du coup, le livret apparaît comme extrêmement fragmenté, et puis en plus de ça, on a le sentiment qu'il n'y a pas de véritable évolution psychologique des personnages, ou en tout cas cela ne se fait pas de façon très organisée, puisqu'on a le sentiment de passer en permanence d'une scène à l'autre, du monde des hommes au monde des animaux. Il n'y a pas une progression psychologique évidente. Et pourtant, ce qui est très intéressant, c'est de constater que Janacek réussit à obtenir une vraie unité de son texte, grâce d'abord à des ellipses temporelles qui sont extrêmement habiles, et aussi à un vrai travail sémantique. Quand on regarde bien le texte, on s'aperçoit qu'à travers ce travail sémantique très subtil, Janacek a toujours le souci de créer un jeu de correspondance entre le monde des humains et le monde des animaux. Un lien très étroit, très subtil entre ces deux mondes grâce à ce travail sémantique extrêmement habile. Par-delà ce travail-là, il y a également une très grande cohérence dramaturgique et surtout thématique. C'est une œuvre d'une très grande richesse thématique. D'abord, premier élément très intéressant, c'est la dimension politique et sociale. La dimension politique. Ça n'apparaît pas comme ça, l'œuvre apparaît comme bucolique, élégiaque, tout ce que vous voulez. Et pourtant, il y a derrière une certaine dénonciation, et notamment du régime communiste. Janacek était tchèque. Bon. Et beaucoup ont vu dans l'allusion au fait qu'elle prend le terrier du blaireau une certaine condamnation en quelque sorte de l'expropriation, la notion d'expropriation qu'avait connue notamment le régime communiste. Donc il y a des références, il y a cet exemple, il peut y en avoir d'autres, mais des références extrêmement subtiles
au régime politique, à une dénonciation du régime politique. Ça, c'est déjà un premier élément. Deuxième élément très intéressant, c'est la dimension anthropomorphique, vous l'aurez compris. C'est-à-dire cette idée qu'il y a en permanence une correspondance, presque un dialogue presque enfantin entre le monde des hommes et le monde des animaux. Il y a un dialogue permanent qui existe, ou en tout cas, selon Janacek, qui doit exister. Et que finalement, quand on y regarde de près, on s'aperçoit que la façon dont les animaux s'organisent, la façon dont les animaux communiquent, n'est pas si loin de la façon dont les hommes s'organisent et dont les hommes communiquent. Ça, c'est un constat fait par Janacek. Et plus globalement, parce que ça va au-delà de ça, il y a chez Janacek une vision profondément panthéiste, c'est-à-dire l'idée de la réconciliation de l'homme avec la nature, et que cette réconciliation passe par une réconciliation avec notamment le monde animal. Il y a une profonde unité qui doit être retrouvée, une unité du cosmos. Il y a toujours chez Janacek un émerveillement vis-à-vis de la nature. Il aime profondément la nature. Ça, c'est absolument capital. C'est un contemplatif, Janacek. Il a toujours été un contemplatif. Il a toujours ce souci de s'émerveiller de ce qu'est la nature, avec tout ce qu'elle apporte et cette nécessaire unité que l'homme, cette harmonie que l'homme doit trouver avec le cosmos, avec la nature. Donc c'est quasiment un écolo avant l'heure, Janacek, d'une certaine façon un écolo. En tout cas, ce souci de la nature, ce souci de l'environnement. Et au-delà de cette vision panthéiste, il y a toute une réflexion très intéressante sur le cycle de la vie et de la mort. C'est une œuvre qui travaille beaucoup sur ce cycle de la vie et de la mort. À travers quoi? Eh bien, la succession des saisons. Enfin, il y en a deux. On a l'automne et puis pardon, l'été, et puis on a l'automne. Et on voit très bien le passage de l'un à l'autre. À partir du moment où la petite renarde est tuée, on est en automne. On était avant en été et on est en automne. Et bien évidemment, ce passage des saisons est extrêmement signifiant. Donc il y a ce cycle des saisons qui est merveilleusement pensé par Janacek. Et puis il y a aussi la différence du temps, le temps tel qu'il est vécu, le temps subjectif, le temps objectif. C'est-à-dire que on voit très bien que d'un côté, la vie des animaux est une vie, il y a un rythme permanent, c'est-à-dire que les choses vont extrêmement vite entre la vie et la mort, et puis vient se plaquer sur ce temps finalement court ou ce temps rythmé, un temps long qui est le temps des hommes. Avec ces hommes qui, quand on regarde aussi bien le maître d'école que le garde-chasse, que même Arasa, etc., ou le prêtre, ce sont des hommes qui sont au crépuscule de leur vie, qui sont vieillissants, qui sont pleins de mélancolie, qui sont nostalgiques d'une époque, d'amour perdu, etc. Et donc le temps pour eux est un peu plus long. Ils prennent le temps de la fin en quelque sorte. Le crépuscule est assez lent. Et donc c'est très intéressant de voir la juxtaposition entre les deux temps. Le temps rapide, rythmé, et puis le temps un peu plus long. Donc il y a un vrai travail. Et puis, dernier élément qui est absolument capital, on ne peut pas comprendre la petite renarde rouget, d'ailleurs comme on ne peut pas comprendre une grande partie des œuvres de la maturité de Janacek, si on ne sait pas que Janacek a eu une maîtresse, ou en tout cas un très grand amour, Kamila Stoslova, qu'il a rencontrée sur le tard. Elle était beaucoup, beaucoup plus jeune que lui, elle était mariée, et il était éperdument amoureux d'elle. Il y a eu une liaison, une relation épistolaire très dense entre Kamila Stoslova et Leos Janacek. La relation n'a pas toujours été évidente. Elle n'a pas seulement, on pense, été platonique, un doute, mais on pense qu'elle n'a pas seulement été platonique. Bon. Mais pour autant, une relation extrêmement complexe du fait de la différence d'âge. Et il se trouve que Kamisla Soslova était jeune, elle était un peu insouciante, mais Janacek n'arrivait pas à la capturer, si je puis dire. Elle était fuyante. Il lui reprochait parfois sa froideur, il lui reprochait son indifférence. Et donc, du coup, quand on connaît l'histoire sentimentale de Janacek, cette relation avec Kamisla Sostova, on comprend mieux la relation entre le garde-chasse et la petite renarde. Il y a cette même relation entre les deux. Cette volonté du garde-chasse de capturer la petite renarde
et elle lui échappe, et elle lui échappera jusqu'au bout. C'est le grand regret, c'est la grande mélancolie du garde-chasse, et c'est pour ça qu'à la fin, il veut capturer, il espère capturer une autre renarde, parce que tout simplement, il a toujours ce souci de parfaire son amour, de trouver enfin un amour équilibrant. Quoi qu'il en soit, cet amour, et c'est ça la symbolique de la petite renarde rusée, fertilise la nature, elle fertilise la vie. Le cycle de la vie et de la mort passe bien évidemment le passage par l'amour qui permet la régénérescence. C'est absolument fondamental. Donc l'amour est au cœur même des préoccupations des personnages, que ce soit les personnages humains ou que ce soit les animaux. Donc c'est en ça que l'œuvre est en même temps vespérale et qu'elle est automnale. C'est-à-dire qu'il y a réflexion sur la vie l'été, sur la mort l'automne, crépuscule de la vie. Et finalement, quand on regarde bien, l'œuvre est extrêmement positive. À la fin, il faut voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide, hein. Finalement, Janacek, avec le recul il a plus de 70 ans, hein, quand il compose La Petite Renarde Rusée, eh ben, il est presque philosophe. C'est-à-dire, il prend du recul par rapport aux choses et il prend d'une certaine façon du recul par rapport à cette histoire d'amour compliquée avec Camilla Stosloa. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en fait musicalement parlant? Ben, qui est très intéressant. Bon, alors on ne comprend pas là encore Janacek si on ne sait pas que c'est le compositeur, un compositeur réaliste. On va parler de réalisme poétique. Mais le souci permanent de Janacek, c'est d'écrire vrai, de capturer en quelque sorte l'essence des choses, la réalité des choses. Sa musique est au service permanent de la réalité. Et il va essayer de trouver les moyens, il va les trouver pour traduire le plus fidèlement possible cette réalité. Alors d'abord, Janacek, c'est un compositeur du XXe. On n'est plus bien sûr dans l'esprit de l'opéra à numéro. On oublie totalement. On est dans une œuvre totalement unifiée, dramatico-musicalement parlant. On n'est pas dans un opéra où il y a des grands numéros vocaux. Ça, c'est absolument pas le cas. On est dans une œuvre unifiée, on est dans un drame selon Wagner, d'une certaine façon. Bon, ça, c'est déjà une première chose. Autre élément très important, c'est la façon dont il va traduire la réalité mouvante. Vous remarquerez que ce n'est pas seulement dans La Petite Renarde Rusée, mais dans toutes les œuvres de Janacek, vous ne vous inscrivez jamais, vous n'avez jamais la possibilité de rentrer dans une mélodie confortable. Vous vous installez confortablement dans une mélodie. Jamais chez Janacek. Chez Janacek, on est dans une sorte de puzzle de motifs. Des motifs qui sont souvent extrêmement courts et qui se succèdent. Alors parfois, ils sont répétés, ils se répètent de façon obstinée, parfois ils se répondent, parfois les motifs s'associent les uns aux autres, un peu dans l'esprit des motifs wagnériens, bien évidemment, mais ici, on est dans des motifs qui sont très courts et qui varient en permanence. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que nous sommes dans une réalité mouvante. On voit donc ce souci qu'a Janacek à travers un travail motivique extrêmement dense, extrêmement varié, ce souci qu'il a de traduire une réalité qui elle-même est une réalité mouvante. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, ces motifs, il va les traduire d'un point de vue orchestral par une instrumentation spécifique, c'est-à-dire tel motif avec telle couleur particulière, tel instrument, tel groupe d'instruments. Ce qui est frappant chez Janacek, c'est qu'il utilise un effectif de près de 80 musiciens et pourtant l'orchestre ne sonne jamais lourd, il ne sonne jamais dense. Janacek travaille toujours en pupitre fragmenté, rarement l'orchestre est utilisé en outil. Ça, pour mettre en relief les motifs, pour faire en sorte que son orchestre soit le plus expressif, le plus théâtral possible. Donc, premier élément qui renvoie à la vérité, qui essaie de traduire la vérité au plus près, c'est ce travail motivique, je voulais dire, mouvant, très varié, parfois obstiné. Premier élément. Deuxième élément qu'il va utiliser pour traduire au plus près la réalité. C'est une observation minutieuse de la nature. Observer, mais aussi écouter la nature. Et donc, deuxième étape, une fois que j'ai regardé la nature, que je l'ai écoutée, alors quand je dis la nature, c'est pas seulement la nature, l'environnement, c'est aussi
ceux qui m'entourent, les personnages qui m'entourent, les êtres qui m'entourent, ben, qu'est-ce que je vais essayer de faire logiquement? Je vais annoter ce que j'entends. Je vais annoter ce que je vois. Je vais essayer de traduire musicalement parlant de la façon la plus fidèle possible ce que j'entends et la façon dont musicalement je peux aussi percevoir les mouvements des personnages, les mouvements des animaux. Donc il y a en permanence chez Janacek ce souci de traduire au plus près musicalement non seulement les bruits de la nature, les échanges des êtres en quelque sorte, la façon dont il est babillage humain, si je puis dire, mais aussi, bien sûr, la façon dont il se déplace, les mouvements. Eh ben, il en résulte quoi? Eh ben, une partition qui est d'abord d'une très grande variété rythmique. Il y a des pantomimes dans la petite renardrusée, c'est-à-dire on entend uniquement à l'orchestre la façon dont notamment les personnages se déplacent. On traduit le mouvement des animaux à travers l'orchestre, donc sous forme de pantomime, hein. Donc une variété rythmique qui est tout à fait remarquable. Et puis également aussi, eh ben, je vais aussi traduire comment dire, d'autres sonorités, c'est-à-dire les sonorités chatoyantes de la nature, ou les sonorités peut-être un peu plus ingrates dans le monde des humains, un peu plus sombres, un peu plus tourmentées, un peu plus chaotiques, un peu plus finalement dissonantes du monde des humains. Parce que dans un cas, je traduis une réalité qui est celle de la forêt qui est chatoyante, donc mes sonorités doivent l'être, les couleurs doivent l'être, et puis de l'autre, je vais traduire un monde des humains, je le disais, plus crépusculaire, plus mélancolique, plus chaotique, moins harmonieux. Eh ben, je vais le traduire de façon un peu plus, une sonorité un peu plus rugueuse, un peu plus aride, un peu plus dissonante. Voilà. Il va y avoir donc un contraste tout à fait remarquable entre le monde de la nature, je le répète, son caractère élégiaque, sa chatoyance, et puis de l'autre, un monde humain un peu plus sombre, un peu plus mélancolique, je ne vais pas dire désespéré, parce qu'il n'y a jamais de désespoir chez Janacek, mais en tout cas, je le répète, un peu plus mélancolique. Et ce souci même de correspondance, par exemple, vous savez qu'il y a une photo très célèbre où on voit Janacek qui est en bord de mer et qui traduit, qui annote, qui essaie de traduire le bruit des vagues. On le voit bien sur la photo, il est là avec son petit carnet, il essaie de traduire le bruit des vagues. Bon, c'est exactement la démarche, c'est ce que je vous ai expliqué de Janacek. Eh bien, il va le faire aussi, c'est logique, au niveau du chant. Eh bien oui, si j'essaie de traduire mon environnement, j'essaie aussi, vocalement parlant, de traduire la sonorité particulière, l'intonation particulière du langage morave. Donc qu'est-ce que va faire Janacek? Eh bien, il faisait la même chose. Il allait dans les villages, et puis il écoutait les gens, il s'asseyait, puis il écoutait les gens, il discutait avec les gens. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Il annotait, en quelque sorte, le rythme spécifique du langage morave, les intonations, les couleurs, parfois la sécheresse. Et tout ça, il le traduit au niveau du chant. Donc vous l'aurez compris, le chant yanatchekien, ça n'est pas un chant dans la tradition du chant belcantis, bien évidemment on n'est plus dans le bel canto, on est dans une déclamation extrêmement soutenue, une déclamation très réaliste en quelque sorte, un parler chanté qui restitue l'esprit, la couleur, tout simplement, du langage morave. Voilà, à travers tous ces exemples, la façon dont Janacek va traduire la réalité qu'il perçoit au quotidien et que l'on retrouvera donc dans sa partition de la petite renarde rusée, comme on la retrouvera, je le répète, dans toutes les autres partitions qu'il écrira. Alors, juste une petite chose quand même, c'est que souvent on dit que les œuvres de Janacek ne sont pas lyriques. Euh, c'est vrai que Janacek, ça n'est pas sa préoccupation. Ça n'est pas de faire beau, ça n'est pas de faire charmant, c'est pas de, ça n'est pas, le souci, ça n'est pas de plaire, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Pour autant, parfois, Janacek concède une certaine forme de lyrisme. On le trouve dans des œuvres comme Yenufa ou Katia Kabanova, il y a des passages extrêmement lyriques, et puis on le trouve bien sûr aussi dans La Petite Renarde Rusée. Mais quand est-ce qu'il utilise ce lyrisme? Tout simplement lorsqu'il exprime des sentiments lyriques, c'est-à-dire des sentiments amoureux. Et quand est-ce qu'on a des sentiments amoureux? On n'en a pas tant que ça finalement, on parle beaucoup d'amour, mais d'un amour avorté chez les humains. Par contre, chez les animaux,
ben, on a cette rencontre formidable entre le renard et la renarde. Et donc, dans ce duo merveilleux, à un moment, il y a un très beau duo, on est dans un lyrisme formidable, magnifique, très agréable d'écoute, parce que tout simplement, on exprime, Janacek exprime des sentiments, déployer un amour qui se déploie, des sentiments qui se déploient, tout simplement. Donc, Janacek ne fait pas l'économie du lyrisme, il l'utilise avec parcimonie dès que nécessité fait loi. Et puis, dans l'esprit, je vous ai dit, ce souci de restituer le folklore local, eh ben, il va à un moment donné aussi, et ce sont les passages les plus lyriques, justement, je vous parlais des passages lyriques, quatre chansons qui sont des chansons d'extraction populaire comme ça, qui sont un héritage du patrimoine morave et qu'on va donc retrouver, qu'il va utiliser, qu'on va retrouver dans La Petite Renarde Rusée. Voilà globalement ce qu'on peut dire de la partition de Janacek. Donc c'est une partition, je disais, on ne peut pas mieux le résumer, à la fois vespérale et automnale, c'est-à-dire tendre, à la fois tendre et mélancolique. Voilà. Avec en même temps une histoire d'amour, donc une dimension sentimentale, de l'autre côté, quelques rugosités de la vie en quelque sorte, hein, notamment dans le monde des humains. C'est-à-dire on a les deux en quelque sorte, hein. Il y a cette dimension-là aussi qui est incontestable. Donc on balance en permanence entre deux pôles qui sont la tendresse d'un côté et puis la très profonde mélancolie de l'autre. Et puis il y a aussi une part, un moment de violence, puisque lorsque la renarde s'échappe du poulailler, on voit quand même qu'il y a une violence, hein. À un moment, on essaie de la battre, ses maîtres essaient de la battre. Donc il y a aussi la violence, une dimension violente aussi qui apparaît à un moment donné. Donc il y a aussi cette dimension-là que ne cache pas Janacek. Voilà, c'est une Qui partition très justement, variée. c'est sa Pardon? réalité, Exactement. qui est la réalité, parce que la réalité de la nature, c'est pas un bisounours, c'est bah voilà, il y a des choses qui se passent, Exactement. et Tout à donc fait. c'est le réalisme. C'est exactement ça. C'est le réalisme avec quand même, on voit bien, c'est ce que je disais, quand même une différence de traitement, c'est-à-dire même s'il est conscient que le monde animal ou la nature peut être impitoyable, c'est incontestable que la tonalité, quand on écoute la partition, la tonalité qu'il trouve, les couleurs qu'il trouve pour le monde de la forêt, en quelque sorte, sont extrêmement chatoyantes. Et il y a un contraste saisissant avec le monde des humains, où là, on est dans quelque chose qui est plus austère en fait, qui est plus sombre. Il y a vraiment une tonalité plus sombre. Et d'ailleurs, c'est si vrai que, notamment il y a quelques années, l'Académie, non, le service jeune public avait proposé une adaptation de La Petite Renarde Rusée qui s'appelait Une Petite Renarde Rusée pour les enfants, puisque le service jeune public. Et comme par hasard, qu'avait-il retenu de l'œuvre de Janacek pour les enfants? Uniquement les passages avec les animaux, c'est-à-dire les passages en forêt. Tous les passages avec les humains avaient été retirés. Voilà. Parce que tout simplement, la séduction de la partition de Janacek se trouve essentiellement, je veux dire, la séduction auditive, c'est-à-dire l'idée, l'immédiateté de la partition, on la trouve dans le monde animal beaucoup plus que dans le monde des humains. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, maintenant, qu'est-ce que va en faire, qu'est-ce que fait en fait André Engel? Alors, bah, tout simplement, finalement, la mise en scène d'Engel est une mise en scène qui est très fidèle à l'esprit de la partition de Janacek. Il a compris, et vous l'aurez compris aussi, qu'il y a deux dimensions. Une dimension réaliste et en même temps quand même une dimension poétique. Et donc la mise en scène d'Engel, c'est un réalisme passé par le filtre de la poésie, ou la poésie passée par le filtre du réalisme, ou une mise en scène d'un réalisme poétique. Voilà comment on pourrait qualifier la mise en scène d'André Engel. Les deux dimensions sont extrêmement visibles. Alors, qu'est-ce qu'il imagine comme dispositif? Eh bien, un dispositif très simple. Une ligne de chemin de fer, et au bord de cette ligne de chemin de fer, plusieurs décors. Un décor de ferme, mais très, très rudimentaire, assez sombre, assez comme ça, ingrate, très réaliste. Une auberge, là aussi très rudimentaire. Et puis, c'est pour ça que je dis toujours la dimension poétique de la nature, un champ de tournesol. Merveilleux champ de tournesol au bord de la voie ferrée.
Et l'idée d'Engels, c'est quoi? C'est cette ligne de chemin de fer, c'est le cycle de la vie et de la mort. C'est le passage comme ça, mais aussi le passage des saisons, mais aussi le passage du soleil, du lever au coucher. D'ailleurs, les tournesols renvoient un peu à cette image du soleil. Donc, à travers ce dispositif, eh ben, il illustre totalement le cycle, je le disais, de la vie et de la mort. Et d'ailleurs, le passage des saisons, on va le voir avec une scène qui se passe en hiver. Alors là, c'est une liberté, une licence poétique, si je puis dire, que prend Engels, puisqu'il n'est pas prévu que cela se passe en hiver, on est en été, en automne, et bien lui va résolument passer en hiver, l'hiver de la vie, en quelque sorte, qui est très très belle, une superbe scène où les renardeaux jouent dans la neige. C'est au moment où la renarde va être tuée. Voilà l'imagerie de l'hiver. Donc voilà, c'est une mise en scène à la fois réaliste et parfois austère, et d'une très grande portée poétique. Et cette portée poétique, on la retrouve aussi dans les costumes, c'est une évidence. Il va détourner des habits humains, puisqu'on est dans la dimension anthropomorphique. Donc, comment exprimer cet anthropomorphisme, sinon de détourner des habits humains en leur associant des accessoires d'animaux pour trouver la grenouille, pour trouver l'escargot, etc. Donc, tout ça est très intelligemment fait. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, vous allez voir des extraits, mais les extraits vont parfaitement illustrer ce que je vous dis, hein. On est dans une mise en scène, je le répète, à mi-chemin entre l'austérité réaliste et la dimension élégiaque et poétique, avec aussi toute la naïveté, la candeur liée au monde animal. Passons, avant un extrait, je vais vous proposer, je vais vous partager, alors voyons voir. Voilà, je vais vous partager un PowerPoint, comme je le fais toujours. Ah, attendez. Là, par contre, voyons voir. Il me dit que l'autre ne me permet pas de partager l'écran. Ah, Ouais, le partage n'est pas activé. je vais Donc, voir il si je faudrait peux que je puisse partager parce que sinon, je ne peux pas vous partager le document. si quelqu'un. Ouais, il ne me donne pas la possibilité de partager. Dommage. Voyons voir. Non. Voyons voir. Je vais voir plus. Non. Euh, Parce qu'il veut parler. Ah, lui, ok. Du coup, on veut montrer un PowerPoint. Ouais. Ouais, ouais, si Tu je vas- peux. Si je peux partager, ce serait très bien. En attendant, je me demandais s'il avait inspiré des compositeurs par la suite ou il est resté totalement, j'allais dire, atypique. Est-ce Très que c'est bonne, lui? très bonne question. En fait, c'est un compositeur à part. Il n'a pas de véritable d'héritier, en fait, Janacek. C'est vraiment un parcours extrêmement original et j'allais presque dire solitaire. On ne lui connaît pas, à ma connaissance, peut-être Jean-François vous connaissez, mais moi, pour moi, Janacek n'a pas laissé de véritable héritier. Non, Non, c'est vraiment le génie solitaire. C'est typique. exactement. Typiquement. Je vérifie, est-ce que je peux du coup le partage? Elle est repartie. Alors, voyons. Elle a vieilli, oui. Mhm. Alors, je vais voir. Ça y est, super. Merci beaucoup. Alors, voyons voir. Euh, ouais, c'est bon, on y va. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. 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 Formidable. Alors, donc, d'abord la direction musicale, Juraj Valkua. Alors, c'est un chef d'orchestre slovaque de 47 ans, donc c'est très bien, il partage la culture tchèque, slovaque, voilà. Donc, il connaît très très bien
Janacek et notamment la petite Renard rusée. Il fera ses débuts à l'Opéra de Paris, mais je pense que c'est le très bon chef pour diriger ce type de partition. Pour votre info, il est directeur musical de l'Orchestre symphonique de Houston. Voilà, alors vous aurez remarqué, et là il va y avoir un vase communicant, je vais vous faire une annonce qui va vous attrister, si je puis dire, qui m'a moi attristé. Vous aurez remarqué que le garde-chasse, ça n'est plus Yen Patterson, mais c'est Milan Siljanov. Pourquoi? Parce que figurez-vous que Ludovic Tézier annule sa participation à l'heure du Rhin. Il est malade, il a eu la grippe. Et donc, on l'a indiqué sur le site. Et donc, du coup, il est remplacé par Ian Patterson, qui devait chanter le rôle du garde-chasse. Donc, du coup, Patterson sera Wotan. Et donc, c'est Milan Siljanov qui chantera le rôle du garde-chasse. Alors, sachez que je vous annonce, donc Tézier a annulé sa participation pour l'Or du Rhin, mais il n'annule pas sa participation sur la production globale. Il sera là sur la Valkyrie, c'est juste qu'il a eu la grippe, qu'il n'a pas pu participer aux répétitions, et donc il a dû renoncer avec regret à sa participation. Voilà, donc je devais vous préciser cet élément. On parlera de l'Or du Rhin un autre jour, mais voilà, c'est une triste nouvelle pour nous. Que nous déplorons, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, la distribution du coup de la petite renarde a évolué, a changé, et donc le garde-chat, ce sera Milan Siljanov. Alors Milan Siljanov, c'est un baryton basse suisse de 36 ans qui fera ses débuts à l'Opéra de Paris. Pour le reste, alors il n'y a pas en dehors du garde-chasse et de la renarde chantée par Léna Salagova, qui est une merveilleuse artiste qui est issue de l'Académie et qui avait le rôle de la petite renarde. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas coupé Oui, son oui, micro. il y a un retour, oui, Il y a un retour important là. il y a un retour important. Vous êtes plusieurs à ne pas avoir coupé vos micros, s'il vous plaît. Regardez si vous avez coupé vos micros. On a un retour désagréable là. Merci. Merci beaucoup. Donc, ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est une œuvre chorale. C'est qu'il n'y a pas de rôle en dehors du garde-chasse. On va considérer du garde-chasse d'un côté et donc de la petite renarde qui sera chantée par Lena Salagova, qui, elle, a déjà chanté le rôle lors de la création de la production en 2008. C'est une formidable petite renarde. Elle est issue de l'Académie, je vous l'ai dit, elle est passée par l'Académie de l'Opéra de Paris. Donc voilà, c'est une merveilleuse artiste, Lena Salagova. Elle a été également notre Mélisande dans une reprise de la production de Bob Wilson. Donc voilà, Elena Salagova, la petite renarde. Sinon, pour le reste, ce ne sont pas de très grands rôles, que ce soit celui d'Éric Huchet, de Frédéric Catton, Paula Murray. Alors, notez une chose aussi qui est assez originale, c'est que comme il y a des tas de petits rôles d'animaux, ils seront interprétés pour la plupart par les artistes des chœurs de l'Opéra de Paris. Une fois n'est pas coutume. Rarement les artistes des chœurs sont distribués dans des petits rôles. Il y en a quelques-uns, mais là, il y a pas mal d'artistes des chœurs qui seront présents dans la production de La Petite Renarde. Voilà. Il y aura les débuts, alors je vous ai dit, de Milan Siljanov et également dans le rôle d'Arasta, le braconnier, de Tadeusz Óza. Et Tadeusz Óza est un baryton tchèque de Brno, justement, de la ville de Janacek. Donc ça tombe très bien, il connaît très bien lui aussi ce répertoire. Il chante souvent à Brno et donc il fera ses débuts à l'opéra dans le rôle d'Arasta. Voilà, je vous passe un extrait de cette formidable production de La Petite Renarde Rusée.
pour cet extrait de la production de La Petite Renarde Rusée, signé André Engel. Voilà, vous avez vu le visuel, très beau visuel, notamment cet hiver comme ça, cette neige superbe. Voilà, donc c'est une production grand public, hein, une production pour tous. On peut y faire venir ses enfants si on le veut. Il n'y a pas de réserve particulière, malgré parfois les brutalités de la vie ou certaines, mais comme on disait avec Jean-François, c'est la réalité, voilà, c'est la réalité telle qu'elle est, mais globalement, c'est une œuvre charmante et une œuvre très finalement optimiste quand on regarde bien, notamment le final. Voilà. Les Si vous avez des tournesols, questions. oui, les tournesols me disent quelque chose. Est-ce qu'ils étaient dans la production précédente ou peut-être est-ce lié à une autre œuvre que je n'ai pas, que j'ai pas en tête tout de Ouais, suite? Oui, il est oui, dedans, ouais. oui. Alors les tournesols, bien sûr. Enfin, c'est une reprise de cette production, donc Ah elles ont oui, toujours d'accord. été. Mais alors, je réfléchis. Depuis que je suis à l'opéra, je réfléchis à des tournesols, présence de tournesols. Euh, Là, ça me vient pas. Donc Ça c'était me vient celle-ci, pas. donc en réalité c'était celle-ci. C'était celle-là, on l'avait vu, hein, On l'avait vu, on hein, l'avait vu en oui. 2008 ou en 2010, oui. Ouais, ouais. D'accord. Sinon, ça me vient pas. Notre Ouais, production, il y a des tournesols, ça me vient pas là comme ça. Non. on l'avait Mais vu. voilà, c'est vraiment une formidable, merveilleuse production. Et puis c'est une œuvre passionnante. Voilà. On retrouve bien d'ailleurs le style, hein, l'extrait que vous avez entendu, comme par hasard, c'est le duo entre le renard et la renarde. Bien évidemment, on a choisi ce moment très lyrique, mais on retrouve bien le style de l'affaire Macropoulos, des passages très lyriques de l'affaire Macropoulos. Si vous écoutez aussi Katia Kabanova, enfin, il y a un style Janacek qui est éminemment reconnaissable. C'est signé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des remarques? Alors, si moi j'ai peut-être une remarque, une remarque, c'est que bon, on a relativement peu d'opéras avec des animaux, et Mhm. c'est le seul opéra où les animaux sont des animaux. C'est-à-dire que c'est pas on n'utilise pas les animaux pour faire la morale à La Fontaine. Mhm. Ce sont pas des hommes déguisés en animaux, ce sont Non, vraiment des animaux. tout à fait. Hein. Et C'est donc, vrai. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le vrai. Hein. Mhm. On cherche le vrai. Exactement, très Grâce, on juste. le disait lui-même, c'était un des conseils que donnait Yann Ouais. Hatchek à ses étudiants, parce il était enseignant. Ouais. Il dit, cherchez en vous et soyez vrai. Soyez Donc, vrai. c'est Ex- exactement ça. Hein. Et Exactement. donc, on a des animaux qui sont des animaux qui ne sont pas simplement Mhm. là pour nous donner, faire la morale et autres. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit aussi que c'est lié à la culture tchèque. C'est-à-dire que la culture tchèque n'a pas été baignée dans la grande tradition justement de La Fontaine, d'Ésope et tout ça. C'est c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas d'enracinement là-dedans. Donc c'est pour ça que l'approche de Janacek est une approche finalement originale et réaliste parce que ça participe aussi d'une dimension culturelle qui est propre au pays du compositeur, finalement. Et alors, l'autre chose dans la vie de Janacek, qu'il partage avec Dvorak, ce sont les deux seuls compositeurs qui viennent vraiment de la campagne. Oui, c'est vrai aussi. Et qu'on Oui. retrouve effectivement. Donc, l'amour de la nature, il l'a connu Mm. quand il était jeune. Hein. Enfin, Oui, oui, bien il sûr. vivait un village de 2000 personnes dans les contreforts des Moraves, des collines Moraves, bon, Mm. dans une ville qui s'appelle Grande Forêt, hein, si on traduit ça en français. Bon. Ouais. Donc, c'est quelque chose. Voilà. Donc, on voit bien cette prégnance de la nature Mm. qui est Mm. évidente. Hmm. Du patois, notamment, je parlais du patois hein, qu'on retrouve chez l'auteur du texte, mais il y a ce patois. Et puis, c'est très amusant parce que il faut savoir que déjà, il avait fait, avant d'écrire son livret, il avait pour le journal là, dont vous ai donné le nom, qui s'appelle donc Lidove Novini, il faut savoir que Janacek a écrit des textes éminemment poétiques. Il a à un moment donné, il s'est adonné à ça, il a livré des textes au journal où il parlait de la nature, il parlait des animaux, et notamment il parlait de ses animaux à lui, parce qu'il était entouré d'animaux, il avait des oiseaux, tout ça, et donc il expliquait comment il les écoutait et comment il essayait déjà de traduire cette réalité qu'il observait. Donc avant même d'écrire son livret, il a préparé d'une certaine façon son livret, consciemment ou inconsciemment, avec ces très beaux textes
qu'il a écrit le journal Morave. Voilà. Donc, tout ça pour dire, parce que je pensais à ça, c'est qu'on parlait de la nature et qu'il a évolué dans la nature. Chez lui, il avait, je le répète, des animaux. Il était entouré comme ça. Il y avait quelque chose de très pittoresque et de très rural, en quelque sorte. De très rural. C'est vrai. Mais alors, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, enfin, à 30 ans ou à 34 ans, il a commencé à collectionner, je dirais, enfin, comme plus ou moins un anthropologue musical, hein, il est allé voir les uns les autres, il a recueilli Mhm, des informations, donc mhm, le patois des uns et des autres. Alors, donc, mhm, on retrouve du reste dans cette pièce, hein, mhm, dans cette œuvre, où on voit le niveau de langue qui est tout à fait différent entre le braconnier qui parle comment dire, un morave très relâché, très dialectal, très patois. Et mhm, puis comment dire, le curé qui lui parle effectivement un langage beaucoup, ou l'instituteur hein, qui parle lui un langage beaucoup plus relevé. mhm, mhm. Et Tout à donc il y fait. a cette différence. Enfin, il y a vraiment on caractérise vraiment, y compris dans la langue Psychologiquement. et dans la musique. Bien sûr, bien sûr. Et ce que je disais quand je parlais du travail sémantique, le travail sémantique est vraiment réel. Il y a un vrai travail extrêmement subtil sur la langue. Et il est subtil aussi, je disais, pas seulement dans la façon dont il restitue les différents niveaux de langage, mais aussi dans le parallèle qu'il fait entre le monde animal et le monde humain aussi. Il y a des références, c'est-à-dire qu'on s'amuse à trouver un jeu de correspondance très subtil. Quand on passe d'une scène à l'autre, on s'aperçoit tout à coup qu'une évocation renvoie à une autre évocation et que donc il fait un parallèle entre un personnage et un animal, un des animaux. C'est ça qui est très intéressant finalement. Ouais. Des Le choses blaireau comme et le ça, curé. très, oui, ouais. Donc, Ouais. Ouais. Non, non, mais c'est une œuvre qui devrait plaire à beaucoup parce que bon, ça vaut toujours la peine, comme tous les opéras, hein, de les écouter avant. Comme ça, hum, on le ressent mieux quand on le voit. Parce hum, qu'effectivement, quand on le voit, il y a beaucoup de sens qui sont un peu hum, assaillis. Donc, l'écouter d'abord et ensuite le voir et hum. procurer un plaisir, me semble-t-il, encore plus important. Oui, oui, je suis entièrement d'accord. Moi, de toute façon, j'ai commencé, j'ai toujours fonctionné comme ça. Enfin, d'abord, écouter les opéras avant de les découvrir, hein. D'abord, se familiariser avec le langage musical et de se créer, à la limite, même son univers, hein, son univers Ouais, personnel. Ça ouais, provoque ouais, des images aussi. Et d'ailleurs, c'est si vrai, c'est une partition typiquement qui provoque des images, puisqu'on est dans un bien sûr. souci réaliste de traduire une réalité. Donc, forcément, ça provoque des images. Et d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, mais qui est important, c'est qu'il ne s'amuse pas seulement à traduire donc, j'ai dit les déplacements, on est aussi dans l'idée, une observation, une écoute, mais aussi la façon dont les personnages et les animaux se déplacent. Mais il y a aussi une façon de traduire les émotions. Ça, c'était extraordinaire. C'est-à-dire il va traduire les cris des animaux et les intonations aussi, le langage parlé des personnages, mais il va aussi traduire les émotions, c'est-à-dire les cris, les lamentations, etc. L'affect en quelque sorte, la façon dont les personnages ou les animaux vivent les situations. Et les situations. Et ça, il le fait aussi. C'est très difficile de décaler. Enfin, on est dans une approche d'ailleurs, dans le prolongement d'une certaine façon du réalisme italien, du vérisme, même si la démarche de Janacek n'est pas véritablement la même. Mais quand on parle par exemple du chant vériste, on sait aussi qu'on touche au cri parfois. La façon, c'est-à-dire la palette expressive est une palette très large et parfois, on prend des libertés avec le champ académique pour traduire au plus près les émotions et les sentiments. Eh bien, Janacek fait exactement la même chose dans son patois morave, mais c'est exactement ça. Les émotions sont aussi traduites vocalement parlant dans les intonations, les lamentations, les cris, la joie, etc. Tout ça est exprimé aussi de façon extrêmement précise et réaliste, si je puis dire. Réaliste. Oui, Alors, j'ai pour ceux une qui- question. Oui. Oui. Une question. Comment vous faites quand vous avez vu plusieurs mises en scène d'un même opéra et que une vous a marqué, vous n'arrivez pas à vous en défaire, hein, et après, pour avoir un regard neuf, pour de nouveau aller voir l'opéra avec d'autres mises en scène, voilà, c'est une question comme ça. Ben, en fait, tout ça, c'est compliqué parce que moi, je suis très, comment dire, moi, je suis très auditif. Je suis beaucoup moins visuel qu'auditif. Je ne vous cache pas que pour moi, alors, si je ne vais pas dire la mise en scène est secondaire, c'est pas ça que je veux dire, mais disons que moi, je m'attache d'abord à une réalisation musicale, une interprétation musicale. D'accord?
c'est comme ça que je vais vivre les choses. Donc, si l'interprétation musicale me convainc, déjà, ma soirée va être, voilà, déjà, alors après, je connais une partition et je vois différentes traductions visuelles. Ça va pas, comment dire? Je ne vais pas rester attaché à une traduction. Je vais pouvoir aller en voir une autre pour peu que j'ai le sentiment qu'elle soit à mes yeux intelligente ou en tout cas qu'elle serve l'œuvre. Donc moi j'accepte différentes lectures. Je vais pas m'accrocher à une lecture pour peu que j'ai le sentiment qu'il y a une harmonie, une unité entre ce que j'entends et ce que je vois. Voilà, c'est tout. Par exemple, typiquement, euh, Wozzeck. Bon, ben, Wozzeck, je vais éprouver autant de plaisir à aller voir une version concert, comme j'avais fait par exemple il y a quelques années au Théâtre des Champs-Élysées, extraordinaire, dirigé par Salonen, je crois que j'avais déjà évoqué ici, parce que c'est une des plus belles soirées que j'ai passées, où j'avais aucune traduction visuelle, mais l'interprétation était tellement géniale, c'est une version concert, que le vote sec, j'ai eu le sentiment de le redécouvrir. Et puis, je vais adorer, par exemple, la version scénique que j'ai vue récemment. J'ai oublié le nom du metteur en scène sud-africain, la production qu'on a donnée récemment de Vodsec, extraordinaire, avec des dessins, tout ça. J'ai oublié le nom un très Ah grand oui, metteur en scène. Vous ouais. voyez qui je veux Ouais, dire? ouais, Extraordinaire, génial, une production qui venait, qui était importée. Bon, et puis j'en avais vu une également précédente qui était très belle aussi de votre sec. Là encore, j'ai oublié. Non. Ça m'a pas gêné. C'est-à-dire que je suis rentré dans la soirée, même si la grille de lecture n'était pas la même, à partir du moment où j'ai le sentiment que ça collait à l'univers, à mon univers musical. Voilà, c'est tout. Donc ça me pose absolument aucun problème. Je peux passer d'une mise en scène à une autre. Alors après, c'est vrai qu'il y a quand même des mises en scène qui marquent. Typiquement, on va l'année prochaine, je vous l'annonce en avant-première, il ne faut pas le dire, on va reprendre la production de Rusalka de Dvorak dans la mise en scène de Carsen. C'est vrai que moi, j'adore tellement cette production que, vous voyez, typiquement, je suis allé voir une production dans un opéra tchèque il y a quelques années. J'étais allé à Prague, j'avais vu un Rusalka qui était pourtant extrêmement réaliste. Alors là, vous aviez les forêts, vous aviez le romantisme, vous avez un côté très, alors là, vraiment très littéral. Bon, j'avais trouvé ça extrêmement poussiéreux et je me demande si j'avais pas trouvé ça poussiéreux parce que j'avais dans la tête la production de Carcel. Donc peut-être que sur certaines productions qui me semblent être vraiment incontournables, peut-être que là, j'ai du mal à sortir du cadre. Mais sinon, globalement, non. Ça ne me pose pas de problème particulier. alors, le metteur en scène dont vous parliez, c'est William Kentridge. Exactement. Formidable, d'ailleurs, qui est pas seulement dessiné, qui est un plasticien, tout ça. Cette production est absolument géniale. Et vous voyez le plaisir que j'ai eu à aussi bien voir cette production que d'écouter une version concert. Voilà. Parce que l'univers musical était là, formidable aussi, et puis la traduction visuelle me paraissait adéquate. Et voilà. Donc je rentre dedans totalement, sans aucun problème. Mais je répète, c'est très propre. Je pense que pour des personnes qui ont une approche très visuelle, c'est-à-dire pour lesquelles c'est absolument fondamental la mise en scène, on est là-dedans, il faut vraiment... pour des gens qui sont très visuels, je pense que c'est plus problématique. C'est-à-dire que ça impressionne la rétine et pour ces personnes-là, il y a des mises en scène qui restent gravées dans la mémoire et c'est très difficile de sortir de ces mises en scène qui ont été marquantes. Moi, j'ai pas ce problème-là parce que, je le répète, j'ai une approche plus auditive. D'où l'intérêt justement d'écouter la musique séparément et de façon à se faire déjà sa propre... Exactement. Exactement. son- Et peut-être l'idée aussi, est-ce que c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui a fait l'œuf? C'est que moi, justement, j'ai commencé à l'opéra uniquement par écouter des enregistrements de la plupart d'œuvres parce que j'avais pas la possibilité d'aller à l'opéra. Donc j'ai découvert l'opéra par les enregistrements. Mais alors, est-ce que je l'ai fait parce que j'étais prédisposé à ça, parce que j'étais plus auditif que visuel, ça me gênait pas de rentrer dans un univers d'opéra, un univers musical sans avoir la traduction visuelle? Ou est-ce que ben, le fait d'avoir écouté beaucoup d'enregistrements fait que maintenant mon approche est essentiellement musicale? Je ne sais pas. Mais je reconnais qu'elle est d'abord et avant tout musicale. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, c'était très, très éclairant. Y a-t-il d'autres questions avant que nous terminions? Bah, écoutez, Bruno, il nous reste à vous remercier, à signaler à tout le monde qu'on aura le plaisir de vous écouter de nouveau le jeudi 23 janvier et Mhm. le lundi 27 janvier. Exact. Donc le premier pour Castor et Pollux Mhm. et le deuxième pour l'Ordurin. L'heure du Rhin.
Voilà. Exactement. Donc deux œuvres totalement différentes, Non, c'est mais clair. qui sont tous les deux des grandes œuvres du répertoire. Oui, exactement. C'est Et pour parfait. Castor et Pollux, un retour très tardif. Retour très tardif, oui. Oui, retour très tardif. Alors, l'opéra communique. Moi, j'ai pas la même grille parce que j'ai cherché la dernière production de Castor, on y reviendra, hein, de Ouais. Castor et Pollux à l'Opéra de Paris. Alors, l'opéra communique officiellement, la dramaturge de l'opéra a communiqué sur 80 ans parce que les dernières sources qu'elle avait, c'était une allusion qui est faite par Mille et un opéra de Piotr Kaminski, dans lequel il est indiqué que Germaine Lubin avait chanté le rôle donc à l'Opéra de Paris et qu'ensuite elle avait chanté le rôle jusque dans les années 40. Il y a une ambiguïté sur la phrase parce que ça ne veut pas dire pour autant, me semble-t-il, qu'elle a chanté le rôle à l'Opéra de Paris jusque dans les années 40. Ouais. Pour moi, il me semble que ça fait plus longtemps que ça que nous n'avons pas donné Castor et Pollux à l'opéra. C'est controverse, mais le problème, c'est que j'ai cherché les infos, j'ai pas des informations précises là-dessus. Et dans cette version-là, Dans cette version-là, bien sûr, bien hein, sûr. parce qu'il y a deux versions. Enfin, je Tout à répète, il fait, y a deux celle de versions. Hein. 1737 et celle de 1754. Voilà, Et nous, on donne la version originale voilà. 1737 en un Avec prologue le de 50. superbe prologue. Exactement. Très beau prologue. Oui, Très bien. Donc voilà, voilà. ça c'est le suspense pour la fois d'après. Donc si vous Exactement. voulez entendre tout sur le prologue et les deux versions, Voilà. venez le 23 janvier. D'ici là, très bon début d'année et Vous merci aussi. encore à tous. Merci Merci. À très beaucoup. vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.